Donc on vient de voir les évaluations indirectes à travers les ABC narratifs, descriptifs, les nuages de points. Et donc les derniers types d'évaluations, ce sont les évaluations indirectes. Donc c'est-à-dire qui ne passent pas par l'observation directe du comportement. Il existe de nombreux outils d'évaluation indirecte, dont les entretiens comportementaux, et donc l'un des plus étoffés et aussi des plus reconnus par la littérature scientifique, c'est l'EEF, donc l'entretien d'évaluation fonctionnelle, qui donc, est un outil à la base anglophone et qui a été traduit en français. Donc je vais vous le présenter. Donc l'entretien d'évaluation fonctionnelle que vous voyez sur la diapositive, il a été donc, voilà, adapté, hein, c'est écrit en bas par Raphaël Trucchi, j'espère que je n'écorche pas son nom, et il est d'après O'Neill et al. De 1997. Donc il comporte plusieurs parties, hein, il y a 14 pages de questionnaire, donc c'est quelque chose d'assez complet. Et c'est un bon outil en fait qui permet de penser vraiment à peu près à toutes les variables qui pourraient influencer un trouble du comportement. Et c'est un bon outil parce qu'il permet, en ayant passé tout ça en revue, d'avoir des hypothèses et de pouvoir après soit faire une analyse fonctionnelle en testant les hypothèses, soit d'aller vraiment observer là où on pense que c'est le plus pertinent. Donc on a une première partie qui consiste à décrire les comportements. Donc en gros, c'est pour chaque comportement de décrire précisément, c'est ce qu'on avait vu au début, hein, quelle est sa topographie, faire ça de manière observable, mesurable, objective, sa fréquence, sa durée ou son intensité, ou les trois, enfin les paramètres pertinents que l'on mesure. Ensuite, aussi savoir est-ce que ces comportements apparaissent de manière isolée, apparaissent ensemble, et donc de pouvoir décrire lesquels se produisent en même temps. Est-ce que c'est simultané, comme on avait vu l'enfant là qui déambulait en vocalisant, ou est-ce que c'est séquentiel, il fait ce trouble-là, suivi de celui-là, parfois on a une escalade comme ça dans les troubles du comportement, et voilà, on peut répondre à ça. Ensuite, dans une deuxième partie, on a la définition des événements écologiques, c'est-à-dire ces événements contextuels, ces antécédents à plus long terme que les antécédents immédiats. Et donc on passe en revue un certain nombre d'événements potentiels qui peuvent influencer les comportements des filles, donc les médicaments. Si la personne a une médication, il y a peut-être des effets secondaires associés, il y a peut-être aussi des effets sur l'éveil, l'apprentissage, etc. Les problèmes médico-physiques, type asthme, sinusite, si c'est une fille, est-ce qu'actuellement elle a ses règles, est-ce qu'elle a une infection urinaire ou pulmonaire ou autre. Décrire aussi les rythmes de sommeil pour savoir s'ils peuvent avoir un effet sur le comportement. Des périodes de somnolence ou alors les coups de barre. Forcément, on est bien moins tolérant à des situations frustrantes, entre guillemets. Ensuite, le régime alimentaire et les horaires des repas, ça peut aussi permettre de voir est-ce que dans le surgissement de troubles du comportement, on a une perturbation des routines qui pourrait expliquer la survenue de troubles. Les activités, l'emploi du temps de la personne, hein, ça peut être aussi un bon indicateur. Est-ce qu'en fait il y a une certaine prévisibilité dans le déroulement des événements? Parfois de l'imprévisibilité peut amener à déclencher des troubles, ou alors aussi de voir le caractère agréable ou pas en fait de l'activité. Donc c'est peut-être parfois un paramètre dont on ne se rend pas compte que la personne elle prend plus ou moins de plaisir, et donc oui, si c'est moins plaisant, forcément ça peut être source de plus de comportements problèmes. La prévisibilité, j'en ai parlé. Les choix, très importants, on y reviendra dans la gestion des antécédents. Donc, quelles sont les opportunités de choix? Quelle est leur fréquence? Est-ce que ce sont des choix significatifs? C'est des paramètres à prendre en compte. On va aussi essayer de voir si le nombre de personnes autour de l'enfant peut avoir une influence. Il se peut qu'un environnement où il y a beaucoup de personnes, donc avec pas mal de mouvements, des gestes pas forcément prévisibles, un niveau sonore élevé, amène plus facilement des troubles du comportement. Le ratio d'encadrement va être aussi peut-être un paramètre important, notamment par exemple dans des problèmes de recherche d'attention. Quand on est en 1 pour 1 avec l'enfant, où l'enfant il a toute notre attention,
il ne va pas manifester des problèmes de recherche d'attention qui pourraient manifester s'il y a un institut pour 20 élèves et que du coup, il a forcément l'attention de l'institut est partagée, est divisée par 20 et donc beaucoup moins par rapport à une situation individuelle. Ensuite, il y a une partie qui cherche à définir les antécédents immédiats, puisque là, on avait vu plutôt le contexte écologique. Et voilà, ce qui peut déclencher sur le moment le comportement défi. Alors, on essaie de définir les moments de la journée où ça se produit le plus ou le moins. Ça correspond un petit peu à notre nuage de points. Essayer de se dire, est-ce que c'est relié à des activités, des moments de la journée. Les lieux aussi. Est-ce que c'est à domicile, à l'école? À domicile, est-ce que c'est plus dans la pièce de vie commune, dans la chambre, etc. Les personnes. Il se peut que certains troubles du comportement soient rattachés à certaines personnes, tout simplement parce qu'elles ont, sans se rendre compte, elles ont une ligne de conduite qui amène à ce que les comportements se maintiennent. Ensuite, les activités. Donc, c'est la même idée de définir des activités qui sont sans doute plus ou moins agréables et qui sont plus ou moins susceptibles de déclencher les troubles. Et puis après, décrire éventuellement des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et une chose aussi, et moi aussi je demande souvent quand j'essaye d'évaluer voilà, un trouble du comportement, qu'est-ce qu'il déclenche, c'est et si vous deviez déclencher le trouble du comportement, comment vous vous y prendriez? Parce qu'en fait, quand on réfléchit à ça, c'est qu'on est déjà dans la perspective de pouvoir formuler des hypothèses. Moi, si je lui demande de faire ça et que je lui demande ça derrière et que il va sans doute s'engager dans un trouble du comportement. Et ben dans ce cas-là, on a déjà une hypothèse en fait que c'est peut-être de l'échappement à des situations de consignes trop complexes ou trop rapides ou trop je ne sais quoi. Là, au numéro 7, en fait, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de tester les différentes fonctions du comportement. Donc, il dit, si on demande de faire quelque chose de difficile, donc c'est ce qu'on avait vu maintenu par du renforcement négatif social, échappement. Si on interrompt une activité préférée, donc là, pareil, maintenu par du renforcement positif social, accès à un item préféré, à un item désiré. Si vous venez de changer son emploi du temps sans intervenir, c'est la même idée, c'est accès à pouvoir continuer quelque chose ou à pouvoir s'engager dans quelque chose qui était prévu. Accès aussi à de la nourriture ou d'autres tangibles. Et si on ne fait pas attention, si on laisse la personne seule, donc là on teste un petit peu l'hypothèse de renforcement positif social, recherche d'attention. La partie suivante concerne les conséquences que les comportements ont. C'est, à votre avis, en gros, dans ce questionnaire, c'est qu'est-ce que la personne obtient actuellement quand elle fait ce trouble du comportement? Qu'est-ce qui fait que ça se maintient? Elle accède à quoi qui fait que c'est ce qu'elle recherche et qu'elle l'obtient? Donc on va redécrire les comportements, comme dans la section A, et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est obtenu. Donc là, on teste les hypothèses de renforcement positif, qui soient automatiques ou sociales, que ce soit la recherche de sensations, d'attention, de contrôle, de tangible, ou alors qu'est-ce qui est évité. Donc de renforcement négatif, social ou automatique, que ce soit éviter des sensations, des situations liées à des tâches ou des situations liées à des sensations désagréables. Ensuite, là, dans la partie E, donc, on demande quelle est l'intensité de l'effort physique pour s'engager dans le comportement, à quelle fréquence faut-il avoir ce comportement avant qu'il soit récompensé et combien de temps la personne doit-elle attendre la récompense. Donc en gros, dans cette partie, on essaye de tester on va dire la résistance de ce comportement et aussi de savoir si
on veut mettre en place un comportement de remplacement, d'avoir déjà des indices sur est-ce qu'on arrivera à trouver quelque chose de concurrent qu'on peut donner à la même fréquence, qui ne demande pas plus d'efforts, qui puisse être délivré à peu près dans la même proportion. La section F, donc c'est quel comportement fonctionnel alternatif la personne manifeste-t-elle déjà. Donc on est toujours dans cette démarche de recherche de comportements alternatifs. Et donc l'idée, c'est de se dire, s'il existe déjà des comportements dans le répertoire de la personne qui pourraient avoir la même fonction, eh ben c'est super, on va essayer de les trouver, de les lister, et comme ça on pourra les enseigner spécifiquement dans ces moments-là. Dans la partie G, on est déjà sur l'évaluation, en gros, de la communication fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est dans l'hypothèse que la personne puisse émettre des troubles du comportement parce qu'elle n'arrive pas à demander, à accéder à ce qu'elle veut, donc avec une hypothèse ou alors elle n'arrive pas à demander l'arrêt de quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Donc on est dans des hypothèses de renforcement social, positif ou négatif, et donc auquel cas on cherche à savoir la personne, est-ce qu'elle a déjà un moyen de communication pour dire qu'elle veut ça, qu'elle veut pas ça, enfin pour exprimer en fait ses choix, ses inconforts, ses envies. Et ça peut être bien sûr vocal, enfin comme nous, la parole, mais ça peut être aussi un moyen par la langue des signes, ou par la langue des signes simplifiée, le macathon, par un moyen d'échange d'images, hein, donc que ce soit des photos, des pictogrammes, voilà, des situations personnelles ou des photos générales. Ça peut être aussi, enfin, il y a beaucoup de moyens de communication alternatifs, on y reviendra plus tard. Et puis aussi, est-ce que ces moyens de communication alternatifs, si la personne elle en a, ils sont fonctionnels, c'est-à-dire que si la personne elle a un moyen de communication par échange d'images, mais elle ne porte jamais son classeur, enfin elle porte son classeur de communication seulement dans certaines situations, forcément on peut comprendre qu'il y ait apparition du problème de comportement dans les situations où elle n'y a pas accès. Et c'est par exemple un problème, tous ces moyens de communication outillés. C'est problématique quand on fait du trampoline, on va à la piscine ou des activités comme ça où le corps est très engagé. C'est difficile de rester à la fois dans l'activité et à la fois communiquer. Ça devient des comportements assez incompatibles. Le moyen de communication demande un gros effort. Et donc du coup, la personne peut aussi choisir de s'engager dans un trouble du comportement qui demande moins d'effort que d'utiliser son moyen de communication. Et donc il y a aussi toute une réflexion sur le choix du moyen de communication. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut avoir un moyen de communication alternatif, on va dire qu'on utilise régulièrement, et un autre moyen de communication alternatif quand on n'arrive pas à se faire comprendre par celui-là. Moi, je sais que j'avais travaillé avec une personne donc, qui utilisait la langue des signes, mais elle n'avait pas un signe pour chaque chose. Et quand elle demandait quelque chose, après on lui présentait un choix par image pour qu'elle sélectionne ce qu'elle souhaite. Donc elle avait finalement un double moyen qui était la langue des signes et après le choix par image. Ensuite, donc on a un petit tableau là qui permet de voir dans des situations de communication ce que la personne elle utilise. Ça peut donner des idées en fait sur des hypothèses encore une fois. Ensuite, il reste toujours dans des situations de communication, mais sur le versant, mais sur le versant, on va dire échappement. Donc là, on n'est plus à demander ce qu'on souhaite, mais c'est plutôt est-ce qu'on a un moyen est-ce qu'on suit les consignes en gros. Donc ça veut dire c'est sur le côté compréhension et là on teste plus l'échappement. Donc est-ce que la personne elle suit les consignes, les instructions, à quelle fréquence, est-ce qu'elle réagit aux demandes, est-ce qu'elle est capable d'imiter, de montrer, de faire des tâches physiques qu'on lui demande, etc. La partie H concerne vous actuellement quand vous travaillez avec la personne. Qu'est-ce que vous... essayez de prendre conscience de ce que vous mettez en place pour que ça se passe mieux. Est-ce que est-ce que vous simplifiez des tâches, vous donnez des aides, vous présentez les activités agréables mixées avec des activités moins agréables. Toutes ces choses-là, en fait, qui permettent de diminuer l'échappement. On reverra aussi dans toutes les stratégies proactives.
Hop. Alors, on a une dernière partie, je pense, je ne sais plus si c'est la dernière, mais qui concerne en gros une évaluation des renforçateurs. Donc là, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que la personne elle a des sources de renforcement à sa disposition, et si oui, de quelle manière on va pouvoir les utiliser pour amener l'apprentissage de comportements adaptés au lieu de maintenir les comportements inadaptés. Donc ça peut être des sources de renforcement primaires comme la nourriture, ou secondaires comme des jouets, des activités, que ce soit en intérieur, en extérieur, avec des objets en particulier, des personnes en particulier, dans des lieux en particulier. Et puis essayer de voir aussi, et c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, un comportement problème depuis quand il est installé. C'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer un peu l'historique de ce comportement. Si un comportement il est installé depuis des années, forcément il a été renforcé un nombre incalculable de fois, ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de mal à le changer. Et de connaître un peu cet historique va influencer notre choix sur les stratégies d'intervention. On sait que si on a une stratégie d'intervention qui est très peu intrusive face à un trouble du comportement qui a un très gros historique, ça ne va pas être forcément le meilleur choix parce que l'efficacité ne sera pas bonne. Donc, on va peut-être orienter notre choix vers un outil un peu plus intrusif qui aura une efficacité plus rapide. Et puis, aussi lister quelles interventions ont déjà été tentées pour régler ce problème de comportement, avec quel effet, c'est-à-dire comment l'enfant y a réagi, combien de temps on a essayé de la mettre en place, est-ce qu'on a vu un changement, si oui, lequel, parce que parfois, en fait, on met en place une intervention, alors on ne règle pas le problème, mais on peut le déplacer. Et c'est aussi important d'expliquer, ça donne des indications aussi sur la créativité des personnes, ou alors... Par exemple, j'ai peut-être plus de problème d'échappement, dans le sens où la personne ne va plus crier pour échapper à une tâche, mais peut-être qu'elle va faire le mort, auquel cas on n'a pas réglé le problème, on l'a déplacé, mais aussi parce qu'on n'a pas eu la bonne stratégie, parce qu'on n'a pas enseigné de comportement de remplacement, on a juste essayé d'éteindre le comportement problème sans enseigner une stratégie de remplacement. Voilà. Et donc, cette section-là, les hypothèses, c'est de pouvoir, en fonction de tout ce qu'on a rempli en amont, faire un récapitulatif de quel est mon événement contextuel. C'est ce qu'on avait vu dans la première partie, les éléments écologiques, le sommeil, les éléments médicaux, etc. Ensuite, mon antécédent immédiat. Est-ce que j'ai posé une consigne, accès à quelque chose, est-ce que l'enfant avait envie d'accéder à quelque chose, une interruption, une activité terminée, le comportement, et puis les conséquences. Est-ce que j'ai maintenu, est-ce que j'ai aménagé la tâche, est-ce que... Voilà, donc on essaie de faire un petit récapitulatif en fonction de tout ce qu'on a rempli en amont pour formuler des hypothèses. Ensuite, donc là c'était un exemple d'entretien comportemental. Au niveau des évaluations indirectes, donc juste ce type d'outil, en fait, il peut être délivré à... Souvent, en fait, on le donne aux personnes proches de l'enfant, donc celles qui ont le plus d'interaction avec l'enfant, donc forcément, en général, la famille. Ça peut être aussi l'enseignant, l'AVS, l'intervenant à domicile. Si l'enfant il est gardé par les grands-parents ou par la nourrice, ces personnes-là. Et on va demander à chacun de remplir. Ce qui est bien en général quand on a plusieurs personnes qui les remplissent, c'est qu'on a des regards croisés qui permettent un peu neutraliser la part subjective, parce que forcément quand on remplit ça, c'est pas l'observation directe, il y a une part subjective et ça permet aussi de parfois croiser les regards et un peu neutraliser cette part. Donc ensuite on a les checklists, donc là c'est tout simplement un ensemble de situations, de comportements, etc. Et on coche est-ce que ça me concerne ou est-ce que ça me concerne pas. Les échelles de taux de comportement, donc là pareil, l'idée c'est d'estimer sur une échelle de Likert, c'est-à-dire entre 1 et 5 ou jamais, rarement, parfois, beaucoup, tout le temps. Essayer d'estimer certains troubles dans différentes conditions d'apparition. Tous ces outils d'évaluation, il y en a beaucoup des outils d'évaluation indirecte. Le problème c'est qu'il y en a
pas tant que ça qui ont prouvé leur efficacité. Même globalement, la part subjective étant assez importante, l'efficacité, elle n'est pas... si les personnes ne sont pas formées à avoir un regard objectif, l'efficacité, elle peut être assez mauvaise. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser, qu'on recueille des informations précieuses pour formuler des hypothèses et que c'est un bon outil avant une évaluation directe.